Je m'appelle Laurent. J'ai 52 ans. 21 ans de ma vie, j'ai servi dans l'unité criminelle. 21 ans à poursuivre des meurtriers, des violeurs, des criminels dangereux. 21 ans à croire que je servais la justice. Mais aujourd'hui, assis devant vous, je dois vous dire la vérité. Ce que j'ai vu disparaître des dossiers ne devrait jamais disparaître dans un état de droit. Regardez-moi bien. Mes mains tremblent. Ce n'est pas la vieillesse, j'ai 52 ans. C'est le poids de ce que j'ai vu, de ce que j'ai fait, de ce que j'ai laissé faire. Mon regard est fatigué, mes cernes sont profonds. Je ne dors plus vraiment depuis des années. Chaque nuit, les visages reviennent. Les victimes. Celles que j'ai trahies en obéissant, en me taisant, en acceptant que leur dossier soit enterré. Je parle aujourd'hui malgré la peur. Parce que j'ai peur, oui, encore maintenant. Peur des conséquences, peur des représailles, peur de ce qu'on pourrait me faire. Mais je ne peux plus me taire. Le silence est devenu plus lourd que la peur. Je vais vous raconter ce qui se passe vraiment dans les couloirs de la justice française. Ce qu'on ne vous dit jamais. Ce que personne n'ose dire. Je suis né dans une famille modeste, dans le nord de la France. Mon père était ouvrier dans une usine textile, ma mère femme de ménage. Ils se levaient avant l'aube, rentraient épuisés le soir, mais ils nous ont élevés, mon frère et moi, avec des valeurs solides. Mon père me répétait toujours la même chose, je l'entends encore comme si c'était hier. Il me disait, « Laurent, dans la vie, tu peux être pauvre, tu peux avoir peu, mais tu gardes ton honnêteté. La justice, c'est ce qui fait qu'une société tient debout. Sans justice, c'est la loi du plus fort, et ça, mon fils, c'est la jungle. » Ma mère acquiesçait toujours. Elle ajoutait, « On n'est rien dans ce monde, Laurent, mais on a notre dignité. » Ces mots ont forgé qui j'étais. Quand j'ai eu 18 ans, je savais ce que je voulais faire. Je voulais servir la justice. Pas pour l'argent, Dieu sait que ce n'est pas dans la police qu'on devient riche. Non, je voulais faire quelque chose qui compte. Protéger les innocents. Arrêter les coupables. Faire en sorte que les victimes obtiennent justice. J'ai intégré l'école de police, j'ai travaillé dur, j'ai réussi mes examens. Et après quelques années sur le terrain, j'ai été accepté dans l'unité criminelle. C'était le sommet pour moi. Le Graal. J'étais fier. Ma femme était fière. Mes parents pleuraient de joie. Leur fils, le petit Laurent de la cité ouvrière, allait traquer les criminels les plus dangereux du pays. Les premières années ont été intenses. L'unité criminelle, ce n'est pas comme les autres services. On ne traite pas les vols de voitures ou les cambriolages. On traite les meurtres, les disparitions, les viols en série, les affaires qui font trembler les familles et qui terrorisent les quartiers. La pression est constante. Chaque dossier est lourd. Chaque victime a un visage, une famille, une histoire. Au début, j'étais impressionné par mes supérieurs. Des hommes d'expérience, des enquêteurs chevronnés qui avaient résolu des dizaines d'affaires complexes. Je les admirais. Je voulais être comme eux. Je prenais des notes pendant les réunions, j'observais leurs méthodes, j'apprenais. Les premières affaires que j'ai traitées, je m'en souviens encore avec émotion. Une jeune femme assassinée dans son appartement. Nous avons retrouvé le coupable en 3 semaines. L'ADN, les témoignages, tout concordait. Il a été condamné à 25 ans de prison. La famille de la victime m'a serré la main, les larmes aux yeux. Ils m'ont dit merci. Merci de leur avoir rendu justice. Ce jour-là, j'ai senti que ma vie avait un sens. Que mon travail servait à quelque chose de plus grand que moi. Mais l'ambiance dans l'unité était aussi lourde. On ne parle pas beaucoup. On voit trop d'horreur pour rester léger. Les blagues sont rares. Le silence règne souvent. Et il y a cette hiérarchie stricte, cette discipline militaire presque. On ne questionne pas les ordres. On ne conteste pas les décisions. On exécute. C'est progressivement que j'ai commencé à remarquer des choses étranges. Des petites anomalies au début. Des détails qui ne cadraient pas. Un document d'expertise qui disparaissait d'un dossier. Une pièce à conviction qui n'était plus mentionnée dans le rapport final. Un témoin qui, mystérieusement, retirait sa déposition. Au début, je me disais que c'était des erreurs administratives. Vous savez, la bureaucratie, les dossiers qui se perdent, les classements mal faits.
Ça arrive, me disais-je. Mais ça arrivait de plus en plus souvent. Et toujours sur des dossiers sensibles. Des affaires impliquant des personnes influentes. Des notables. Des chefs d'entreprise. Des élus locaux. Je posais des questions, discrètement. À mes collègues d'abord. Ils haussaient les épaules, me disaient de ne pas m'inquiéter, que c'était normal, que parfois les dossiers évoluent. Je demandais à mes supérieurs. Là, les réponses étaient plus froides. On me disait que je n'avais pas à me préoccuper de ça, que je devais me concentrer sur mon travail, que la hiérarchie s'occupait du reste. Le ton était clair. Ne pose pas de questions. Obéis. Mais je ne pouvais pas ignorer ce que je voyais. J'avais été formé pour chercher la vérité, pour reconstituer les faits, pour suivre les preuves. Et là, les preuves disparaissaient sous mes yeux. Le doute s'est installé en moi. Lentement. Comme un poison. Mais je me suis tu. Parce que je voulais garder ma place. Parce que j'avais une famille à nourrir. Parce que j'avais peur de passer pour un fou, pour un complotiste, pour quelqu'un qui ne sait pas rester à sa place. Et puis il y a eu ce premier dossier. Celui qui a tout changé. Une jeune femme de 23 ans, étudiante en médecine, retrouvée morte dans un parc. Violée, étranglée, abandonnée comme un déchet. L'affaire était atroce. La famille était dévastée. Son père, un homme simple, mécanicien, venait nous voir tous les jours. Il nous suppliait de trouver le coupable. Il disait, ma fille était tout pour moi, elle allait devenir médecin, elle voulait aider les gens, et maintenant elle est morte comme un animal. Nous avons enquêté. Et nous avons trouvé. L'ADN correspondait à un homme. Un homme qui avait déjà été condamné pour agression sexuelle. Un récidiviste. Tout était là. Les preuves biologiques, les témoignages de voisins qui l'avaient vu rôder près du parc ce soir-là, les images de vidéosurveillance qui le plaçaient sur les lieux. Le dossier était solide. Béton. Nous l'avons arrêté. Je me souviens de son sourire arrogant pendant l'interrogatoire. Il savait qu'il était coupable, il savait que nous le savions, mais il ne disait rien. Il attendait son avocat. Et puis, tout a basculé. Une semaine après son arrestation, mon supérieur m'a convoqué dans son bureau. Il m'a dit que le dossier posait problème. Que l'avocat du suspect avait soulevé des irrégularités. Que certaines preuves étaient contestables. J'ai protesté. J'ai dit que tout était en règle, que nous avions suivi les procédures à la lettre. Il m'a regardé froidement et m'a dit, « Laurent, tu es un bon enquêteur, mais tu ne comprends pas comment ça marche vraiment. Ce type a des relations. Des gens puissants s'intéressent à cette affaire. On ne peut pas continuer. » J'étais abasourdi. Des gens puissants. Quels gens puissants? Et pourquoi? Mon supérieur n'a pas voulu me répondre. Il m'a simplement dit de laisser tomber, de classer certaines pièces différemment, de reformuler certains passages du rapport. J'ai refusé au début. J'ai dit que je ne pouvais pas faire ça, que c'était une trahison envers la victime. Il a haussé le ton. Il m'a dit que si je voulais garder ma carrière, si je voulais continuer à travailler dans cette unité, je ferais ce qu'on me demandait. Sinon, je pouvais partir. Mutation garantie. Dans un bureau administratif au fond d'une préfecture de province. J'ai pensé à la famille de cette jeune femme. J'ai pensé à son père qui venait nous voir tous les jours. Et j'ai cédé. J'ai modifié le rapport. J'ai minimisé certaines preuves. J'ai laissé des zones floues. Le dossier a été classé sans suite quelques mois plus tard. Manque de preuves suffisantes. Le suspect a été relâché. Et moi, j'ai commencé à mourir de l'intérieur. Après cette première fois, j'ai compris comment le système fonctionnait vraiment. Les dossiers ne disparaissent pas par hasard. C'est un mécanisme rodé, précis, implacable. Quand une affaire touche quelqu'un d'important, quelqu'un qui a du pouvoir, de l'argent, des connexions, tout se met en place. D'abord, les scellés. On les modifie. On remplace des pièces, on en égare d'autres. Une pièce à conviction cruciale disparaît du coffre. Personne ne sait comment. Personne ne pose de questions. Ensuite, les expertises. On les retarde. On les confie à des experts complaisants. On demande des contre-expertises qui viennent contredire les premières. On noie le dossier dans la paperasse,
dans les procédures, jusqu'à ce que tout devienne flou, contestable. Puis on change la qualification des faits. Un meurtre devient un homicide involontaire. Un viol devient une agression. On minimise. On transforme. On adoucit. Les témoins aussi. On les fait pression. Subtilement. On leur fait comprendre qu'ils feraient mieux de se taire. Qu'ils risquent des ennuis. Qu'ils pourraient être accusés de faux témoignages. Certains craquent, retirent leur déposition. D'autres disparaissent, déménagent, changent de vie. Et derrière tout ça, il y a des gens. Des politiques locaux qui protègent leurs amis. Des notables qui appellent le préfet. Des chefs d'entreprise qui financent des campagnes électorales et qui demandent des services en retour. Le système protège ceux qui le nourrissent. Et ceux qui résistent, ceux qui refusent de jouer le jeu, sont éliminés. Pas physiquement, bien sûr. Mais professionnellement. On les mute dans des postes sans intérêt. On les isole. On les brise psychologiquement. On les fait passer pour des incompétents, des agitateurs, des paranoïaques. J'ai vu des collègues brillants, intègres, finir alcooliques ou en dépression. J'ai vu des enquêteurs expérimentés démissionner, dégoûtés, épuisés. Et j'ai vu d'autres, comme moi, courber les chines et accepter. Parce qu'on a des familles. Des crédits. Des enfants à élever. Parce qu'on se dit qu'on ne peut rien changer. Que le système est trop puissant. Qu'on n'est qu'un petit rouage. Mais il y a eu un dossier. Un dossier qui me hantera jusqu'à mon dernier souffle. C'était il y a environ 8 ans. Un enfant de 7 ans avait disparu. Un petit garçon, blond, souriant, qui jouait dans son jardin un mercredi après-midi. Sa mère était rentrée faire du café. 5 minutes. Juste 5 minutes. Quand elle est ressortie, il n'était plus là. Les recherches ont duré des semaines. Toute la région était mobilisée. Les gendarmes, les pompiers, les bénévoles. On a fouillé les forêts, les rivières, les bâtiments abandonnés. Et puis on a retrouvé son corps. Dans une cave. Une cave appartenant à un homme d'une 50aine d'années. Un homme respectable en apparence. Marié, père de famille, entrepreneur prospère. Membre du Rotary Club. Ami du maire. L'autopsie a révélé des horreurs que je ne peux même pas décrire ici. Ce qu'il avait fait à cet enfant avant de le tuer était inhumain. Les preuves étaient écrasantes. Son ADN sur le corps de l'enfant. Des cheveux, des fibres de vêtements. Des images sur son ordinateur. Des images d'autres enfants. Il y en avait des centaines. Nous avions tout. C'était imparable. Nous l'avons arrêté. Sa femme a hurlé, s'est effondrée. Ses propres enfants étaient sous le choc. Et les parents du petit garçon, eux, voulaient juste savoir pourquoi. Pourquoi leur fils? Pourquoi lui? Mais alors que le dossier avançait vers le procès, j'ai été convoqué. Mon supérieur, accompagné d'un homme que je n'avais jamais vu, un homme en costume sombre, au regard glacial. Ils m'ont dit que le dossier posait problème. Que le suspect avait des amis influents. Que certaines preuves devaient être réexaminées. J'ai explosé. J'ai crié que c'était un monstre, qu'il avait torturé et tué un enfant, qu'il fallait l'enfermer à vie. L'homme en costume m'a regardé calmement et m'a dit, « Monsieur Laurent, vous avez une famille. 2 enfants, n'est-ce pas? Une fille de 12 ans et un garçon de 9 ans. Ce serait dommage qu'il leur arrive quelque chose. » Je suis resté pétrifié. Il venait de me menacer. Directement. Mes enfants. Mon supérieur a ajouté, « Laurent, on te demande juste de modifier quelques éléments du rapport. De rendre certaines preuves moins catégoriques. De laisser place au doute. Tu fais ça, et tout le monde est en sécurité. Tu refuses, et ta carrière est finie. Et peut-être plus que ta carrière. » J'ai signé. J'ai modifié le rapport. J'ai créé du doute là où il n'y en avait aucun. J'ai introduit des incohérences. J'ai suggéré des contaminations possibles dans les prélèvements. Le procès a été un fiasco. L'avocat de la défense s'est servi de mon rapport pour démonter l'accusation. Le suspect a été acquitté. Manque de preuves fiables. Il est sorti libre. Les parents du petit garçon étaient dans la salle. J'ai vu leur regard. Leur incompréhension.
Leur douleur infinie. Et j'ai baissé les yeux. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé en moi définitivement. Après ça, j'ai commencé à sombrer. Je ne dormais plus. La nuit, je voyais le visage de cet enfant. Je l'imaginais dans cette cave, terrifié, appelant sa maman, ne comprenant pas pourquoi on lui faisait du mal. Et je me voyais, moi, avec mon costume et mon badge, trahissant sa mémoire pour sauver ma peau. J'ai commencé à boire. D'abord un verre le soir pour m'aider à dormir. Puis deux. Puis une bouteille. Ma femme s'inquiétait. Elle me demandait ce qui n'allait pas. Je ne pouvais rien lui dire. Comment lui expliquer que j'avais laissé un meurtrier d'enfants sortir libre? Que j'avais trahi tout ce en quoi je croyais? Que j'étais devenu complice du mal que je combattais? Elle a essayé de m'aider. Elle m'a supplié de consulter quelqu'un, un médecin, un psychologue. Je refusais. Je m'enfonçais. Les disputes ont commencé. Violentes. Je rentrais tard, ivre. Je ne parlais plus à mes enfants. Je les évitais même. Parce que quand je les regardais, je pensais à cet enfant de 7 ans. Je pensais que si quelqu'un leur faisait du mal et que la police laissait faire, je deviendrais fou. Et pourtant, c'était exactement ce que j'avais fait. Ma femme a fini par partir. Elle a pris les enfants. Elle m'a dit qu'elle ne me reconnaissait plus. Que je n'étais plus l'homme qu'elle avait épousé. Elle avait raison. Au travail, je fonctionnais en mode automatique. Je faisais mon boulot mécaniquement. Je ne posais plus de questions. Je ne protestais plus. J'étais devenu un zombie. Un rouage obéissant dans une machine corrompue. Mes collègues m'évitaient. Ils voyaient mon état, mais personne ne disait rien. Parce qu'ils savaient. Certains avaient vécu la même chose. D'autres préféraient ne pas savoir. La vie continuait. Les dossiers s'empilaient. Les coupables étaient parfois arrêtés, parfois protégés, selon qui ils étaient. Et moi, je signais. J'obéissais. Je trahissais. Et puis un jour, on m'a mis à l'écart. Placardisation, comme on dit. On m'a retiré des affaires sensibles. On m'a confié des tâches administratives. Des rapports à compiler. Des archives à classer. Plus d'enquêtes sur le terrain. Plus de contact avec les victimes. J'étais devenu invisible. Inutile. Quelques années plus tard, on m'a proposé une retraite anticipée. Avec tous les avantages, bien sûr. Une belle prime de départ. Pas de bruit. Pas de scandale. Juste, Laurent, tu as bien servi, maintenant repose-toi. Il n'y a eu aucune cérémonie. Aucun hommage. Aucun discours. 21 ans de service, et je suis parti comme un fantôme. Un carton avec mes affaires personnelles, un dernier regard sur ce bureau où j'avais passé tant de nuits, et c'était fini. J'ai senti qu'on me jetait. Comme un outil usé dont on n'a plus besoin. Parce que je savais trop. Parce que j'étais devenu un risque. Mieux valait me mettre dehors avec une bonne indemnité et ma pension, pour que je me taise. Et pendant longtemps, je me suis tu. Je suis rentré chez moi, dans mon appartement vide. Mes enfants me parlent à peine. Ma fille me dit bonjour par politesse lors des rares fois où on se voit. Mon fils refuse de me voir. Il m'en veut. Il sait que j'ai détruit notre famille, même s'il ne sait pas pourquoi. Je vis seul. Avec mes regrets. Avec ma honte. Avec les visages qui ne me quittent jamais. Mais il y a quelques mois, quelque chose s'est passé. Une nouvelle affaire a éclaté dans les médias. Une jeune lycéenne agressée par un homme influent. Les circonstances, les preuves, tout me rappelait ces dossiers que j'avais vus disparaître. Et j'ai regardé l'enquête se dérouler. J'ai vu les mêmes mécanismes se mettre en place. Les mêmes stratégies. Les mêmes manipulations. Le suspect qui nie. L'avocat qui attaque les procédures. Les expertises qui tardent. Les témoins qui se rétractent. Et j'ai compris. Rien n'a changé. Le système est toujours là. Toujours aussi puissant. Toujours aussi corrompu. Et il continuera tant que des hommes comme moi se taisent. Tant que des policiers, des juges, des procureurs acceptent de regarder ailleurs pour protéger leur carrière. C'est pour ça que je parle aujourd'hui. Parce que je ne peux plus porter ce poids seul.
Parce que je dois dire la vérité avant de mourir. Parce que les victimes méritent qu'on se batte pour elles, même quand c'est trop tard. Si vous êtes un jeune policier, si vous venez d'intégrer une unité, écoutez-moi bien. On va vous parler d'honneur, de devoir, de service. On va vous dire que vous êtes les garants de la justice. Et vous allez y croire. Comme moi j'y ai cru. Mais un jour, on va vous demander de fermer les yeux. De modifier un rapport. De laisser tomber un dossier. Et vous aurez le choix. Obéir, et garder votre place, votre salaire, votre tranquillité. Ou refuser, et risquer tout ce que vous avez construit. Je ne vais pas vous mentir. Si vous refusez, ils vous détruiront. Ils vous isoleront, vous muteront, vous briseront. Vous perdrez peut-être votre carrière. Peut-être votre famille. Peut-être votre santé mentale. Le prix du courage est terrible. Mais le prix du silence est pire. Parce que le silence, vous le paierez chaque nuit. Chaque fois que vous fermerez les yeux et que vous verrez le visage des victimes que vous avez trahies. Le silence vous pourrit de l'intérieur. Il fait de vous un fantôme qui marche parmi les vivants. Alors choisissez. Mais choisissez en conscience. Parce qu'après, il n'y a pas de retour en arrière. Et aux victimes. À toutes les victimes dont les dossiers ont été enterrés. À toutes les familles qui n'ont jamais obtenu justice. Je vous demande pardon. Je sais que ces mots ne suffisent pas. Je sais que rien ne peut réparer ce qui a été détruit. Mais je veux que vous sachiez que je regrette. Chaque jour, chaque heure. Je regrette ma lâcheté. Je regrette d'avoir choisi ma carrière plutôt que votre droit à la justice. Je regrette d'avoir trahi le serment que j'avais fait. Vous méritez mieux. Vous méritiez que des hommes comme moi se battent pour vous. Et je ne l'ai pas fait. J'ai eu peur. J'ai été faible. Et je vivrai avec cette culpabilité jusqu'à mon dernier souffle. Alors voilà. Maintenant vous savez. Ce qui se passe dans les couloirs de la justice, ce n'est pas toujours beau. Ce n'est pas toujours juste. Parfois, c'est même l'inverse. Des dossiers disparaissent. Des coupables sont protégés. Des victimes sont abandonnées. Et tout ça au nom du pouvoir, de l'argent, des relations. Le système n'est pas cassé par accident. Il est construit comme ça. Pour protéger ceux qui le dominent. Et tant que des hommes comme moi acceptent de jouer le jeu, tant que le silence règne, rien ne changera. Mais peut-être que si je parle, si d'autres parlent, si la vérité éclate enfin, peut-être qu'un jour quelque chose bougera. Peut-être que les victimes obtiendront enfin la justice qu'elles méritent. Peut-être que des policiers, des juges, des magistrats trouveront le courage de dire non. De refuser la corruption. De choisir la vérité plutôt que la tranquillité. Je ne sais pas si ce jour viendra. Mais je sais que je ne pouvais plus me taire. Ma conscience me dévorait. Et maintenant, j'ai parlé. Les conséquences, quelles qu'elles soient, je les accepte. Parce que le silence était devenu plus lourd que tout le reste. Voilà mon histoire. Voilà ma confession. 21 ans dans l'unité criminelle. 21 ans à voir la justice être trahie de l'intérieur. Et maintenant, à vous de décider. À vous de croire ou non. À vous de regarder la réalité en face. Ou de continuer à fermer les yeux. Comme je l'ai fait pendant trop longtemps.